Les nouveaux épargnants des acteurs au sein de la gestion privée. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Corinne Calandini. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes directeur Wealth Management d'AXA France. Vous allez nous dire tout, mais vraiment tout, sur ces nouveaux épargnants. Il paraît que ceux d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, ce sentiment-là. L'AMF, d'ailleurs, je crois, évoque le fait aujourd'hui qu'il faut donner du sens à ses finances. Donc, il semble qu'il y ait une transformation majeure, une tendance majeure, donner du sens à son épargne. C'est cela, Corinne ? Écoutez Jean-Luc, je crois que d'abord ce qui est important, c'est de se dire que nos clients changent. Mais la plupart du temps, on considère que les disruptions viennent des plateformes digitales, d'Amazon ou autres. Mais en fait, la disruption, c'est les clients qui l'imposent. Et l'épargne n'est pas épargnée dans ce mouvement-là. Et effectivement, on constate que les nouveaux épargnants ont des nouvelles attentes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont fondamentalement changé dans leurs besoins de sécurité ou dans leurs besoins propres. Mais dans l'exigence qu'ils vont mettre dans la relation avec nous, clairement, ils sont en train de changer fortement. Alors, ces nouveaux épargnants, est-ce qu'ils ont un profil ? Est-ce qu'ils sont hétérogènes, homogènes ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos convictions sur le sujet ? Alors moi, je vais avoir un petit tropisme sur la gestion privée, puisque je m'occupe du wealth management. Mais souvent, c'est un indicateur assez avancé du comportement des épargnants. Ils sont un petit peu plus éduqués, ils sont un petit peu plus avertis. Et donc, ils vont clairement nous challenger un petit peu plus. Dans le profil, en fait, ils peuvent être des millénials jusqu'aux trentenaires. On constate quand même une vraie cohérence sur cette partie-là. Moi, je note 3 tendances assez fortes. La première, c'est une exigence accrue, avec une volatilité assez forte. La deuxième, c'est le besoin de transparence dans les produits qu'on fait, dans les services qu'on rend. Et puis le dernier, vous l'avez cité, c'est donner du sens. L'AMF ne l'a pas inventé, c'est qu'il y a un vrai besoin. Et donc aujourd'hui, c'est sur ces vraies tendances-là qu'on constate au niveau des clients. Est-ce qu'ils ont des comportements différents ? Et si oui, comment ça se manifeste ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de je vais vous donner quelques exemples. Oui. Typiquement, quand on parle de volatilité, aujourd'hui, c'est une certitude. Les clients ont été biberonnés à la génération Internet. C'est une génération zapping. Ils n'ont quasiment plus aucune fidélité à la marque. Ils sont capables de partir aussi vite qu'ils n'arrivent. Et puis de toute façon, tout est facilité par l'univers digital. Donc en termes de fidélité, aujourd'hui, on ne les tient plus par des cadeaux, par des offres promotionnelles. On les tient par la qualité propre de la relation. Ils savent aussi qu'ils ont un pouvoir qui est augmenté par les réseaux sociaux. Alors je prends cet exemple, je le prends souvent. Ils le maîtrisent parfaitement et en plus ils s'en servent. C'est-à-dire que j'ose à peine vous dire dans les entreprises maintenant qu'on a des gens qui gèrent la e-réputation. Parce qu'en fait, quand quelqu'un, un jeune, est mécontent, il va directement sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, United Airlines avec sa guitare, 500 000 vues en 1 heure, qui a obligé le CEO d'United Airlines à appeler ce jeune avec qui on avait cassé la guitare. Et bien ça, aujourd'hui, c'est une réalité avec laquelle on doit faire avec. Ils savent que le pouvoir est de leur côté et non plus du côté des corporations. Ça, c'est un premier point assez fort. Ça change la donne considérable, quoi. Ça change la donne considérablement. C'est-à-dire que votre action, qui était à la base une action individuelle, elle va avoir un retentissement collectif. Et ça, c'est important parce qu'en fait, et ça c'est le deuxième point qui est assez stratégique chez eux, c'est qu'ils font nettement plus confiance à une tribu qu'à un expert. Et les réseaux sociaux, ce sont leurs tribus. Donc, ils s'en servent et ils en usent et ils en abusent parfois. Mais c'est une réalité avec eux. Et c'est des tribus d'experts ou c'est des tribus de consommateurs Des tribus de consommateurs. Donc, Exactement. Qui donnent des informations, des conseils, qui donnent des conseils entre eux, c'est ça ? En fait, c'est l'usage qui guide l'expertise. À partir du moment où moi j'ai consommé, je suis légitime pour donner mon avis. Moi, j'ai rencontré des jeunes aujourd'hui qui font plus confiance à la fourchette qu'au guide Michelin. Donc, on voit bien clients peut-être TripAdvisor, etc. On regarde d'abord ce qu'a pensé l'autre consommateur avant de regarder ce qu'a pensé un expert. Et ça, c'est un change énorme dans leur comportement. Ça en est un premier sur la volatilité. Je vous parlais du besoin de transparence. Ça, c'est le deuxième point. Alors, on a pas mal. Enfin, le secteur de l'assurance a peut-être pas mal d'efforts à faire sur ce besoin de transparence, non ? Je ne parle pas forcément d'AXA France. Mais... Alors, l'avantage, c'est que la réglementation nous y aide. Que vous preniez IDD, PRIIPS, que vous regardiez encore les amendements qui sont votés, qui sont demandés encore ce matin sur la transparence des frais.
il n'y a pas de hasard. C'est d'abord parce que le client le demande. Et donc forcément, ces jeunes-là, eux, ils ont été élevés à cette économie de partage. Et donc, on partage tout. Donc pour partager, il faut être transparent. Donc on partage les frais d'abord, et puis on veut savoir dans quoi on investit ensuite. Et ça, on pourra en parler après, mais sur les comportements d'investissement, cette notion de transparence, cette notion de comprendre exactement, va devenir exactement fondamentale. Alors des nouveaux épargnants, avec des nouveaux profils, des nouveaux comportements, concrètement chez AXA France, comment ça se traduit en termes de dispositifs stratégiques et opérationnels? Alors nous, on a fait plusieurs choses, on n'a pas encore fini. Je pense qu'il faudra qu'on continue à les écouter fortement, parce qu'ils ont tous ces besoins qu'ils expriment régulièrement et auxquels il faudra clairement répondre. On a décidé de fortement innover dans les produits directs, d'investissement direct. Donc typiquement, nous avons développé toute une offre de private equity au sein des contrats d'assurance vie, parce qu'on s'est aperçu que c'est un storytelling qui passe mieux sur cette jeune clientèle, de parler d'une ou deux sociétés clairement identifiées, avec des potentiels, soit du digital. Donc on a fait un partenariat avec NextEdge, par exemple. Et on voit bien que quand ils investissent aujourd'hui, investir dans un fonds un peu nébuleux ou investir dans du private equity, c'est plus facile dans le private equity. Donc on continue à développer, toute une offre de produits qui est concrète. Le deuxième succès qu'on a eu fortement, et qui d'ailleurs est général chez d'autres assureurs, c'est tout ce qui est OPCI. Parce que ça, la classe active immobilière, ils aiment toujours. Hein. D'accord. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, c'est pas parce qu'ils sont exigeants, qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et qu'ils prennent des risques démesurés. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal. Mais l'immobilier, c'est important pour eux. Et l'OPCI particulièrement, parce que c'est du concret, c'est du physique. D'accord. Ils peuvent aller voir. Moi, j'ai un client qui est allé voir rue de Rome, l'immobilier qu'on a dans l'OPCI. D'accord. Et de matérialiser, visualiser vraiment. Et de me commenter les parties communes. C'était un jeune. C'est assez drôle de se dire qu'il est passé devant, qu'il s'est arrêté, qu'il a fait cette démarche-là. Et bien donc, c'est cette volonté de concret. Donc nous, on innove énormément sur cette partie-là chez AXA. Il y a un deuxième point aussi où on a eu envie d'innover. Ça, c'est plus sur la partie porteur de sens. Ils aiment donner du sens à leurs actions, ça c'est une certitude. L'ISR fait partie des choix qu'ils mettent en avance. Là aussi, chez AXA, on investit fortement dans une gamme ISR. On a eu envie de partager avec eux nos valeurs et les choses dans lesquelles on croit. Et donc, on a créé sur une plateforme de co-giving, alors c'est pas du crowdfunding, c'est du co-giving, c'est la plateforme Coméon, où on peut faire des dons en ligne. Et bien, en fait, on a proposé une plateforme collaborative à nos clients en leur disant, voilà, ça, c'est nous AXA, en termes de RSE, on soutient ces projets-là. D'accord. Et on vous offre la possibilité de donner à nos côtés pour que collectivement, on ait plus d'impact. Et donc ça, c'est une nouvelle approche de la philanthropie. On a créé ça il y a un peu plus d'1 an. D'accord. On a beaucoup de gens qui sont très intéressés. Alors parfois, ils donnent par la plateforme, parfois, ils connectent directement avec les associations que l'on soutient. D'accord. Mais on sent que cet alignement de valeurs entre ce que vous faites AXA, gestion privée, AXA France, et nous, ce à quoi on croit, c'est important pour eux aujourd'hui. D'accord. Alors, ils ont de nouveaux comportements, vous venez de le dire, Corinne. Comment on les recrute, ces nouveaux clients? Parce qu'ils ne sont pas fidèles, c'est ce que vous dites. Ils switchent rapidement, ils ne s'attachent pas à une marque. Comment on fait concrètement? Eh bien, ça, c'est tout un grand débat. Comment fait-on pour les capter? Alors, nous, chez AXA, on a la chance d'avoir un réseau d'agents généraux et de salariés qui est quand même assez important. Je crois que ce qu'il faut retenir de la jeune génération, c'est que même s'ils plébiscitent les actes en ligne, notamment sur la partie administrative, quand il s'agit d'actes engageants, dans 90% des cas, ils préfèrent un contact de visu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos réseaux d'agents sur le terrain, tous les CGP, tous les indépendants ont, je pense, de beaux jours devant eux, parce qu'en fait, c'est par eux qu'ils arrivent dans le métier de la gestion privée. Et notamment parce qu'ils ont tendance à se dire je suis avec un entrepreneur, je suis avec quelqu'un qui est indépendant, je suis avec quelqu'un qui est engagé. Et donc, il y a une espèce d'alignement de valeurs qui se fait. Donc, je crois beaucoup encore à ces réseaux de distribution. Donc, ils sont digitales, mais pas tant que ça, finalement.
pas tant que ça sur les actes engageants. Sur les actes engageants. Donc on a de nouveaux épargnants, on a de nouveaux comportements, on a de nouveaux clients. Est-ce qu'on a de nouveaux conseillers aussi? Comment on s'adapte de l'intérieur à cette transformation, à ce tsunami que vous vivez actuellement? On s'adapte à ça? Alors je dirais deux choses. Comportements qui changent? Jean-Luc, je dirais deux choses. Stop à la normalisation et vive la diversité. Comment ça, stop à la normalisation? Je trouve que la réglementation nous norme énormément aujourd'hui et il faut qu'on recrute des profils complètement différents. Et ça, nous, on l'a déjà appliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont conseillers en épargne aujourd'hui, parce que j'ai ce tropisme-là, et particulièrement avec la gestion privée, doivent ressembler aux clients de demain. C'est important que les conseillers incarnent la même diversité et mixité de profils. Ce qui n'est pas encore le cas, je pense. C'est pour ça que je vous dis stop à la normalisation. Arrêtons de recruter des gens qui ressemblent aux autres et avoir une espèce d'uniformisation de nos collaborateurs. Il faut qu'on reflète la diversité du monde pour être capable de leur apporter le meilleur service. Ils sont très attachés à la relation humaine des deux côtés. Donc ça, c'est un premier point. Et nous, on recrute chez AXA Gestion Privée beaucoup de profils différents. Moi, il m'arrive régulièrement de recruter des gens qui ont été entrepreneurs, qui se sont trompés, ou alors des gens qui n'ont jamais fait forcément de patrimonial, mais qui ont envie d'y aller. On a aujourd'hui, je pense, plus intérêt à développer des profils qui savent réfléchir, qui ont envie de réfléchir et envie de dispenser du conseil, que de créer des espèces de robots qui, à cause de la réglementation, font du push-button et sortent des solutions toutes faites. Ça, le robot saura le faire et le jeune client, il sait parfaitement le reconnaître. Donc ces nouveaux conseillers, ils ont le même âge que les nouveaux épargnants? Ouais, c'est ça, là. On en recrute des très jeunes et puis toute la gamme, jusqu'à 45 ans, 50 ans. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs. C'est pas une question d'âge? Non, le profil de ces nouveaux épargnants n'est pas non, parce qu'en fait, segmentant? Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Je crois que c'est ça la richesse de notre métier encore. On est très très attaché à la relation humaine et à la qualité du conseil qu'on va délivrer. Il ne faut justement pas se retrouver dans une normalisation des conseillers. On doit donner du sens à l'épargne. C'est un peu le message que vous voulez aussi faire passer. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pourriez nous faire partager aux internautes qui nous écoutent quelques convictions sur la façon d'épargner aujourd'hui? Alors, en tout cas, c'est mes convictions. Oui, c'est les vôtres, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je me sens très proche de ces nouveaux épargnants. Vous l'aurez compris, Jean-Luc. Et je crois que même si on n'est pas encore arrivé au devoir citoyen en matière d'épargne, mais j'espère qu'un jour on y arrivera, parce que c'est pas pour faire plaisir à certains qui veulent orienter l'épargne aujourd'hui vers l'économie réelle, mais je crois qu'on a un vrai rôle à jouer en tant qu'épargnant sur la santé de notre pays, sur l'éducation des jeunes. Et donc, si on arrive à faire en sorte que, en épargnant, on a un devoir citoyen, eh ben, j'en serais ravie pour les prochaines années. Superbe conclusion. En tout cas, on vous remercie de votre Merci, Jean-Luc. De votre intervention, Corinne.